Bonsoir, merci d'être là. Merci à tous ces gens que je reconnais pour certains. Et ça me fait tellement plaisir de vous voir là, parce que figurez-vous, janvier 1983, le Méjean ouvre sur un projet de salle de cinéma, 3 salles d'art et d'essai. Mai 83, la librairie ouvre et déjà cinéma, littérature. Et en 84, les éditions qui étaient installées au Paradou s'installent ici, dans ce lieu. C'est dire à quel point ça nous a toujours travaillé, cette histoire de littérature, de cinéma, de littérature, de musique. Et donc, quand Myriam, qui est éditeur aux éditions, et Laurent, qui a relancé les cinémas l'année dernière, ou même il y a un peu plus que cela, nous ont proposé de réfléchir, réunir, rencontrer des gens autour de cela, autant dire qu'on a été extrêmement heureux, Jean-Paul Capitani et moi-même, d'aller dans le sens de cette manifestation. Et voilà, mon accueil est terminé. J'espère que vous passerez un formidable week-end à rencontrer ces gens extraordinaires et parler avec eux, voir les films. Et Myriam va tout vous expliquer. Bonne soirée, bon week-end. Bonsoir, c'est vrai que ça fait très très plaisir de vous voir, parce qu'on n'était pas tout à fait sûr en fait. De vous voir, je veux dire, on était sûr de nous, mais on ne savait pas si vous seriez au rendez-vous. C'est une toute première édition qui a longtemps été juste un rêve, qui a longtemps été juste dans nos têtes, et puis après, assez longtemps, ça a été juste des très belles listes sur des morceaux de papier qui vraiment avaient de la gueule. Et puis voilà, après, il fallait que ça devienne ça. Donc on est très fiers. Je voudrais vraiment, vraiment remercier nos invités de cette première année qui se sont lancés avec nous. Ce soir, Valérie Zenati, Daniel Pénac, Émilie Fraîche et Vincent Tabouret, qui à la fois est critique de cinéma positif et qui s'occupe des cinémas du Sud, c'est-à-dire un groupement d'exploitants et de salles d'art et d'essai, donc qui est tout à fait précieux pour nous, puisqu'il a les deux regards. Vous dire que pendant ces 3 jours, vous êtes invités à 4 tables rondes autour de 4 thématiques qui tournent toutes autour de la même chose, à savoir la circulation des inspirations entre la littérature et le cinéma. Il y a un peu plus d'une quinzaine d'invités, tous sont écrivains, réalisateurs, scénaristes, producteurs, éditeurs, parfois un peu tout ça, parce que finalement nos invités sortent des cases. Finalement, ça me rappelle une campagne qu'Actes Sud avait fait pour une rentrée littéraire. Je suis très mauvaise avec les dates, mais ça s'appelait Actes Sud des écrivains indisciplinaires. Et on est dans cette continuité-là. On continue à sortir des disciplines, ou en tout cas à les croiser. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, simplement vous dire que après cette table ronde, à 21h, 3 films vous sont proposés. 3 films qui vous seront présentés par des gens qui ont directement à voir avec, si j'ose dire. Une bouteille à la mer, qui a été inspirée à Thierry Binisti par un roman jeunesse de Valérie Zenati, et qui a été coécrit par Valérie Zenati. Et également El Estudiante de Santiago Mitre, qui est un jeune cinéaste argentin que vous rencontrerez en table ronde demain, qui vient dans une autre forme de croisement avec les écrans voyageurs, et que vous avez peut-être déjà vu traîner dans le coin parce qu'il était là dès cet après-midi pour rencontrer les jeunes d'Arles. Et il présentera son film, et il nous présentera aussi Elefante Blanco de Pablo Trapero, dont il a écrit le scénario et qui fait partie de la carte blanche que nous lui avons confiée. Voilà, 4 tables rondes, une demain après-midi, une demain soir assortie d'une performance, et une dernière dimanche. Et pendant tout ce temps, une douzaine de films, dont 6 avant-premières. J'en fais pas plus parce que les programmes sont à l'entrée, à la sortie, et tout ça est noir sur blanc. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à tout à l'heure. Merci et bonsoir. Donc le titre de cette table ronde, de l'écrit à l'écran, on va essayer de faire sortir quelque chose de cette petite formule et réinterroger ce vieux couple cinéma-littérature. On va essayer de dépasser les questions de la fidélité, de l'infidélité, qui sont un petit peu les choses redondantes qu'on peut entendre sur la question de l'adaptation, puisqu'en fait, tous 3, vous avez quand même un point commun, c'est que vous avez à la fois les mains dans le roman, les mains dans le cinéma, dans le scénario,
Et je voudrais commencer par une question assez simple. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez changé d'écriture, que vous êtes passé de l'écriture pour le roman à celle du cinéma? Est-ce que c'était douloureux? Quelles ont été les contraintes? Enfin voilà, votre première rencontre avec l'écriture de cinéma. Qui veut se lancer? Émilie? Avec peut-être par rapport à Chouquette, qui était votre première adaptation? C'est pas moi qui l'ai adapté, Chouquette. Donc je préférais parler peut-être du film de Jackie Cuquier, qui est mon 4e roman que j'ai moi-même adapté en scénario. Et je crois que la grande différence, c'est surtout la rencontre avec l'autre, parce que l'écriture du scénario est un échange. Et ça a été ça vraiment l'intérêt pour moi, la rencontre et cette espèce d'échange et de ping-pong. Et la vie aussi. Ce rapport au dialogue qu'on n'a pas du tout dans le roman. Et en fait, je crois que c'est vraiment totalement l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture du roman est quelque chose qui ne peut pas être dit et que je garde presque secret tant que je ne l'ai pas posé sur la feuille, alors que le scénario est exactement l'inverse en fait. Et d'ailleurs, très vite dans un scénario, on a besoin du regard des autres et c'est pour ça que très souvent il s'écrit à plusieurs. Et c'est vraiment la rencontre avec l'autre. Enfin, pour moi, je ne sais pas si vous partagez ces sentiments. Disons que c'est stylistiquement reposant. Oui, voilà, c'est ça. De passer du roman au scénario. Je pense par exemple à l'écriture, à une adaptation des Malocènes. Je n'ai jamais pensé que les Malocènes étaient adaptables au cinéma parce que c'était des métaphores, des suites de métaphores qui n'étaient pas en elles-mêmes des images. Et j'ai vu une adaptation où les métaphores de la fée carabine, du début de la fée carabine, étaient utilisées comme des images et c'était absolument grotesque. Le résultat était grotesque. Parce que, et de mon côté, quand j'ai fait, je sais pas, le scénario d'Ernest et Célestine, par exemple, je me suis bien attaché à ne produire que des images, ce qui pouvait être immédiatement transformé en images. Il n'y a aucune espèce d'écriture métaphorique, etc. Ça, c'est la première. Et de ce point de vue, c'est en effet très reposant. Et l'autre chose, c'est ce que dit Émilie, c'est-à-dire que c'était l'enthousiasme du travail de groupe. Et les autres sont stimulants. Ils ont des désirs qu'ils manifestent. Et c'est assez stimulant. C'est travailler pour une équipe quand on sort du semi-autisme de notre vie de romancier, c'est très agréable. Mais quand vous dites que c'est reposant, est-ce que ça veut dire que c'est plus facile? Il est où le repos là dans le scénario par rapport à l'écriture du roman? Il est dans le fait qu'on quitte cette relation épuisante qu'on a seul avec soi-même quand on écrit. Il y a là quelque chose qui est se fréquenter si longtemps en vase clos pour sortir un bouquin qu'on va être 4 ou 5 ans à écrire, c'est épuisant. Mais sortir de là et travailler pour un groupe qui a priori en a envie, qui vous le demande, c'est ça que j'appelle... Et puis il y a une chose aussi, c'est qu'un scénario reste un outil au service d'un réalisateur, alors qu'un roman existe en soi. Enfin, le scénario n'est qu'une étape essentielle, mais une étape. Et donc c'est peut-être moins sacré. Enfin, c'est assez joyeux comme on peut l'abîmer, le reprendre, le retricoter. Oui, on sait qu'il ne vous appartient pas. Comme vous appartient un roman. Valérie Zenati, vous avez eu 2 expériences. Une première sur Ultimatum, qui, d'après ce que j'ai compris, n'était pas totalement joyeuse, peut-être pas spécialement ni reposante. Et une seconde plus intéressante. Parlez-nous peut-être justement de ces 2 expériences, à la fois sur Ultimatum et Une bouteille à la mer. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, pour reprendre un petit peu la question, c'est vrai que
en retard pour la guerre, parce que c'était le titre du livre dont Ultimatum a été tiré, est un livre dont on m'a dit d'emblée, y compris le réalisateur qui a voulu l'adapter, c'est un roman très cinématographique. Et les gens se trompent, je pense, quand ils disent ça, quand ils disent d'un roman qu'il est cinématographique, parce que ce qu'ils veulent dire par là, c'est que le roman suscite des images. Mais ce n'est pas parce que le roman suscite des images qu'il est cinématographique. Un roman qui suscite des images reste tout de même un texte dont le seul vecteur vers le lecteur sont les mots, alors que au cinéma, c'est l'inverse. Ce sont les images qui vont devoir susciter un texte intérieur au spectateur, qui vont devoir cristalliser en lui les émotions que peuvent apporter une histoire. Et donc, je crois que c'était une erreur même de penser que ce roman était... je ne sais pas, il était peut-être adaptable. Tout est adaptable ou pas. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture des scénarios et à l'adaptation, parce que le cinéma est venu à moi, j'ai lu les entretiens Hitchcock-Truffaut, et puis Hitchcock dit qu'on ne peut pas faire de bons films avec un chef-d'œuvre littéraire. Donc j'en ai déduit assez vite que je n'avais pas écrit de chef-d'œuvre, parce que j'ai déjà 2 romans adaptés au cinéma. Alors c'est bien, ça ramène à une certaine humilité, mais surtout, ce que ça veut dire par là, et on en discutait avec Émilie juste avant le débat, c'est que un livre, c'est finalement rarement une histoire. C'est-à-dire que ce qui nous touche dans un livre, je pense, c'est bien plus l'écriture, ce qu'elle suscite, ce qu'elle dit des non-dits. Hein. Une histoire, ça doit traquer les non-dits, et c'est ça qui fait qu'un lecteur va pouvoir y entrer. Et peu importe finalement ce qu'on raconte, ce qui compte pour moi, c'est la musique intérieure, c'est les sensations, c'est tout ce que ça va provoquer comme réminiscence et comme silence nourri, puisque la lecture se fait a priori dans le silence, comme silence nourri d'émotions et d'images que d'autres nous insufflent, alors que le cinéma va devoir dire les choses, les montrer, et ça conduit à une écriture totalement différente, beaucoup plus technique, moins aventureuse par certains aspects, parce que moi, quand je commence un roman, je sais d'où je pars et je ne sais pas où je vais. Or, quand on écrit un film, on doit avoir tout de même une structure préétablie, et on doit avoir plus les pieds sur terre d'une certaine manière. Même si à l'arrivée, on essaie d'aller vers la liberté, la poésie. Pour parler plus concrètement d'une bouteille dans la mer de Gaza qui est devenue une bouteille à la mer, au départ, quand Thierry Binisté est venu vers moi, il m'a dit j'ai très envie d'adapter ce livre. Je l'ai regardé, je me suis dit mais il est fou. C'est un roman épistolaire. Il y a un vrai problème de langue puisqu'il s'agit d'une correspondance entre une Israélienne et un Palestinien. Mais la langue qu'ils utilisent, qui était l'hébreu dans le livre, que j'ai pourtant écrit en français, ne pouvait pas être la langue du film. Enfin, ça me paraissait très compliqué. Et puis finalement, on a trouvé des producteurs formidables qui ont accompagné l'écriture vers une recréation et non pas vers une... je ne sais même pas si c'est une adaptation aussi. Dans les faits, c'est une adaptation, mais c'est une recréation à laquelle j'ai participé avec un grand bonheur, parce qu'on a tout remis en question. On ne s'est pas contenté de prendre le livre, on a tout remis en question, l'identité des personnages, leur situation familiale, le moment où se passe l'histoire, et ça a permis de recréer quelque chose. C'est pas complètement déstabilisant, ça, de recréer un univers à partir de quelque chose qui était terminé, en fait? Pour moi, au contraire, c'était stimulant, parce que j'estime que, pour le coup, même si le scénario exige plus de contraintes a priori que l'écriture, pour moi, la création, c'est un moment où les choses doivent être vécues. Si je ne les vis pas au moment où j'écris, c'est pas intéressant. Et, que ce soit de l'écriture romanesque, même de la traduction ou de l'écriture scénaristique, pour moi, il faut qu'il se passe quelque chose au moment où je l'ai fait. Donc, s'il s'était agi de reconstituer quelque chose qui était dans le livre, moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, au contraire, j'ai même été beaucoup moins fidèle au roman que le réalisateur. Le réalisateur était accroché au livre. Et moi, je me disais, lâche-le. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire de cette histoire maintenant. À l'arrivée, le film raconte l'histoire d'une jeune Israélienne qui correspond avec un Palestinien, et de ce sentiment de transgression, de
de ce désir d'aller voir de l'autre côté pour sortir des caricatures, des représentations, des stéréotypes. Donc ça, oui, c'est dans le livre et dans le film, mais on est passé par des moyens assez différents. Daniel Pénac, vous avez mis du temps finalement à écrire vous-même un scénario, à venir à cette écriture. Vous avez vu l'adaptation Malocène, vous avez été apparemment un peu déçu, voire horrifié. Et qu'est-ce qui vous a poussé à, par exemple, Ernest et Célestine, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers cette écriture-là? C'est une histoire particulière en fait, parce que j'entretenais avec l'auteur d'Ernest et Célestine, qui est Gabrielle Vincent, ou Monique Martin, alias Gabrielle Vincent. Elle signait Gabrielle Vincent et Ernest et Célestine, mais elle s'appelait Monique Martin. C'était un peintre belge, et il se trouve que j'étais en relation un jour dans une librairie, j'ai trouvé un petit livre qui s'intitulait Un jour un chien, qui est des dessins au fusain extraordinairement expressifs, très beaux. Et j'ai fait ce que je n'avais jamais fait, je lui ai envoyé un de mes bouquins, et nous avons correspondu comme ça pendant un certain nombre d'années, sans jamais nous voir, ni même jamais nous téléphoner. C'était une pure amitié épistolaire. C'est d'ailleurs, la bouteille à la mer me fait penser l'amour de l'Israélienne et du Palestinien, c'était Ernest et Célestine. Complètement. Le monde du dessus, du dessous, le monde d'ici, le monde d'ici, etc. Ouais. Et il se trouve que le producteur Didier Brunner, qui avait produit les triplettes de Belleville, si ça vous dit quelque chose, m'a demandé d'écrire un scénario à partir de ces toutes petites bandes dessinées. Il était persuadé que je ne les connaissais pas. Alors, non seulement je les connaissais, mais je les connaissais de façon très intime, mais ça m'a décidé. Ce qui m'a décidé, paradoxalement, je me suis dit, vraisemblablement, Monique n'aurait pas été d'accord qu'on mette Ernest et Célestine au cinéma. Et ça m'a posé un petit cas de conscience, malgré tout assez léger, parce qu'entre-temps, Ernest et Célestine avaient tout à fait disparu du commerce, on ne les trouvait plus. Et donc, je me suis dit, je vais raconter une histoire qui ressuscite les albums. C'est-à-dire poser Ernest et Célestine dans une aventure où ils deviennent les auteurs des albums. Et donc voilà, à partir de là... Parce qu'à la base, il n'y a pas vraiment de récit, ce sont plutôt des petites histoires. Vous avez vraiment Oui, c'est absolument impossible. Il était absolument impossible de faire un long métrage à partir des dessins de Monique Martin. Les albums d'Ernest et Célestine sont de tout petits albums, je veux dire tout petits. L'argument est toujours tout petit. Ce sont des petits moments d'une journée. Ernest est malade, la tasse cassée, Ernest et Célestine au musée, etc., qui tous représentent un univers absolument paradisiaque de la relation parfaite qui pourrait s'établir entre un adulte et un enfant. Voilà. Ce sont des petits moments de vision paradisiaque que Monique Martin avait d'ailleurs. Sa perception de l'enfance était de cet ordre. Et du rapport de l'adulte à l'enfant était de cet ordre. Une espèce d'univers paradisiaque et ludique. Bien, mais ces tout petits albums ne pouvaient pas constituer un long métrage. Et Didier Brunner m'a appelé en me disant, voilà, il est impossible, voilà, j'ai une envie impossible, c'est-à-dire faire un long métrage à partir d'albums dont on ne peut pas faire un long métrage. Alors, si vous avez une solution, dites-la. Et je me suis dit, tiens, ce serait amusant, puisque Monique Martin a créé un univers paradisiaque, de montrer que cet univers paradisiaque est arraché à un univers infernal, dickensien, avec le monde d'en dessous. Essayez d'imaginer, vous deux par exemple, qu'on ait à toute force voulu que vous soyez dentiste. C'est raté, ça, c'est l'enfer. C'est pas qu'on ait quelque chose contre les dentistes, mais vouloir à toute force qu'il n'y ait que des dentistes. Et ça, c'est une idée, voilà. Quant à Ernest, l'univers d'en haut, extrêmement policé, on veut que tous les ours soient, enfin, toute la famille veut que ce pauvre Ernest soit juge. Voilà, c'était donc les deux petits enfers sociaux, un peu caricaturaux,
que j'ai mis en place, néo-dickensiens, pour valoriser justement le paradis de Monique Martin. Vous, Émilie Frey, vous êtes parti de quelque chose de complètement différent. Vous avez inversé la proposition. Vous avez demandé à des auteurs d'écrire des petits récits qui sont justement très adaptables avec les éditions du Moteur. Racontez-nous un peu cette expérience. Oui, alors c'était il y a maintenant 4 ans. J'ai monté une maison d'édition et de production un peu particulière qui s'appelle les Éditions du Moteur, avec une ligne éditoriale assez simple qui était de proposer des textes courts, parce que les producteurs sont feignants. Est-ce qu'il y a des producteurs dans la salle? Des dentistes et des producteurs. Ils aiment lire vite et bien et utile. Et donc en leur proposant des textes courts, potentiellement adaptables et classés par genre comme au cinéma. Donc j'ai monté cette collection en 2010 et donc j'ai demandé à des auteurs d'écrire ces histoires, des comédies, des polars, des drames. Et on a cédé la moitié de notre catalogue aujourd'hui. Et donc c'est une chouette expérience. Voilà, on a vraiment rencontré un succès auprès des gens du cinéma qui sont en permanence à la recherche d'histoires. Et pour revenir sur ce que disait Valérie tout à l'heure, dans cette commande-là, parfois certains auteurs la comprennent très bien et tout de suite. En revanche, pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a une vraie confusion entre ce qui est visuel et ce qui est adaptable. Et donc à chaque fois, quand ils me demandent mais c'est quoi une histoire adaptable, qu'est-ce que j'allais vous demander. Vous avez dit potentiellement adaptable. Voilà. C'est une drôle de consigne pour un écrivain, non? Enfin, je sais pas. Mais... je leur demande une histoire. Une histoire simplement. Voilà. Et c'est pas si évident que ça en fait. Et autant avec le roman, on peut s'offrir le luxe de ne pas en raconter. Autant pour le cinéma, on ne peut pas en faire l'économie. Et voilà, il y a des auteurs qui savent très bien le faire, d'autres c'est pas. Donc vous êtes allé voir Valérie, vous lui avez dit je veux un roman potentiellement adaptable. Et comment vous avez réagi à cette proposition? Elle m'a dit je vais t'écrire une comédie romantique. Je dis ouais chouette, les producteurs en cherchent toute la journée, ça tombe très bien. Oui, j'avais envie de quitter un peu tout un univers, de m'offrir une récréation et puis donc j'ai écrit quelque chose à partir d'une idée que j'avais eue il y a quelques années, que j'avais laissée de côté. C'était l'histoire d'un mariage blanc. Et j'étais vraiment partie du titre. Et donc là, je me suis lancée dans l'écriture de cette histoire où un couple qui ne vit pas ensemble, enfin leur histoire c'est quasiment j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ils ne vivent pas ensemble depuis 3 ans, mais ils sont très amoureux. Ils ne veulent pas vivre ensemble, ils ne veulent pas se marier, ils ne veulent pas avoir des enfants. Ils pensent que tout ça va les conduire à l'échec. Et donc, ils ont une sorte d'éthique amoureuse qui consiste à ne rien construire, à ne pas s'engager, tout en étant ensemble. Et puis un jour, le garçon accepte d'aider l'ami d'un ami en contractant un mariage blanc, en se disant mais de toute façon, voilà, c'est un mariage blanc, c'est sans conséquence. Mais évidemment, ça va avoir quelques conséquences sur son couple. Et donc, moi, je me suis beaucoup amusée à écrire cette histoire. Et puis, il se trouve que je vais l'adapter avec Thierry Binisti, avec qui j'ai travaillé sur Une bouteille à la mer. J'ai pas beaucoup bossé sur ça. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul parce qu'il a lu le livre, il lui a beaucoup plu. Les producteurs de la bouteille ont lu le livre, ça leur a beaucoup plu. Et donc, on s'est lancé, on a repris la même équipe. Et on s'est lancé dans cette aventure. Et là, pour le coup, on a commencé le travail d'adaptation. Et je m'aperçois évidemment de ce que j'avais pressenti, c'est que c'est une base, mais qu'il y a énormément de choses à construire derrière, parce que je n'avais peut-être pas complètement bouclé l'histoire. Et je pense que je ne l'ai pas bouclé aussi, parce que j'avais en tête que ce serait un film, et j'avais peut-être envie de laisser des choses... de côté à ce moment-là, je sais pas. Donc là, voilà, je cerne moi-même les points forts du texte et là où il faut nourrir et articuler l'histoire. Non, mais c'est la vraie proposition de cette collection. C'est un début de projet. Et après, c'est vrai que tout reste à construire. Oui. Mais je trouve ça toujours compliqué d'adapter des romans. C'est-à-dire que là, dans cette démarche, les auteurs produisent des textes en sachant et même en espérant
qu'il soit porté à l'écran. Et donc, ils n'ont pas du tout le même attachement. Ils se laissent trahir beaucoup plus facilement. Un roman, c'est compliqué. D'abord parce que c'est pas une étape vers l'adaptation. Il n'y a pas d'obligation à ce que les romans soient adaptés. Et en général, effectivement, les bons romans font pas forcément de bonnes adaptations. On a vu une nouvelle version de La Religieuse ce matin de Diderot avec Isabelle Huppert et je confirme. C'est raté. Ouais. Bon. Donc voilà, donc c'est toujours compliqué. Et puis c'est toujours un moment difficile pour l'auteur. Bon, alors là, j'ai une expérience heureuse avec une scénariste qui est dans la salle, qui s'appelle Nathalie Carter, et qui a adapté mon précédent roman, qui s'appelle Chouquette. Et voilà, c'était très agréable d'être bien trahi, mais je crois que c'est pas si fréquent en fait. Vous avez été mal trahi. Enfin, vous avez été trahi, pardon, Daniel Pénac. Vous trouvez vous, Non, moi je souhaite. Vous avez un appel à la trahison ce soir. Il y a eu 2 adaptations des Malocènes. Une première dans les années 80. Bon, je vais essayer de faire vite, mais pour vous donner une idée. C'était La Fée Carabine, et La Fée Carabine commence par la phrase suivante. C'était l'hiver sur Belleville, il y avait 3 personnages, 4 avec la plaque de verglas. Et on sent bien qu'on entre dans une métaphore. Sur cette plaque de verglas, l'auteur monte une vieille dame qui traverse la rue avec une prudence millimétrique, etc. Et la scène est vue par un policier frontalement national qui voit 2 Arabes de l'autre côté du trottoir et qui se dit « Ces Arabes vont accueillir cette vieille dame, il faut que j'intervienne ». Il intervient, elle est sourde, elle met son appareil auditif, elle entend du bruit derrière elle et contre toute attente, elle sort un P38 et tire. Et l'auteur écrit, l'auteur qui ne va pas très bien non plus, écrit « Cela fit une jolie fleur dans le ciel d'hiver, avant que le premier pétale touchait le sol. » La vieille dame avait rengainé son pistolet dans son cabas, dont le recul lui avait d'ailleurs fait gagner 2 ou 3 mètres entre la Somalie et l'Érythrée. Il faut un bon chef opérateur. Donc, alors voilà. Eh bien, le réalisateur dont je tairai le nom. Alors, un enfant voit ça, et cet enfant est avec dans le livre, avec un gros chien, et l'enfant, ayant vu ça, court, arrive chez son frère, Benjamin Malocène, et dit, et on sent bien que c'est l'auteur qui n'en finit pas avec la même métaphore, et dit, j'ai vu une fée, elle a transformé un mec en fleur. Très bien. Donc, si vous le lisez, ça passe à la rigueur. On se dit, tiens, cet auteur est attaché à sa métaphore, il la file jusqu'au bout, combien de pages va-t-il tenir? Au cinéma, le même enfant voit. Alors d'abord, au cinéma... Il y en a pour 20 minutes déjà, là, ce que vous avez. Oui, moins quand même. Hein. Le flic est abattu à bout portant, et comme on est dans le cinéma nécessairement réaliste, ça fait une effroyable tache de sang avec de la barbaque grillée, parce qu'il n'est pas loin. Il est projeté, pour faire plus vrai encore, dans des cajots de tomates, qui font encore plus rouge. L'enfant voit ça, court chez son frère, et dit, j'ai vu une fée, elle a transformé un mec en fleur. Consternation 1h30 à peu générale près, du public qui se dit, envoyons la DAS dans cette famille, c'est urgent. Ce gosse vient d'assister. Donc voilà, l'erreur. Compliqué. Pourtant, au Bonheur des Ogres... Alors, au Bonheur des Ogres, c'est beaucoup mieux. C'est plus facile. C'est pas plus facile, mais c'est un jeune homme, donc Nicolas Barry, qui s'est emparé du Bonheur des Ogres. Je ne me suis pas mêlé du scénario, mais j'ai tout de suite aimé ce gamin qui avait 23 ou 24 ans quand il s'est emparé de ça, parce que il n'a que des images en tête. C'est une espèce de foisonnement, et je me suis dit, allons-y, carte blanche, fais ce que tu veux. Je veux faire votre Bonheur des Ogres. Tu veux le faire, fais-le. Et j'ai vu, et c'est très bien. C'est son monde, avec son rythme. C'est un univers malocénien beaucoup plus, bien entendu, moderne que le... Parce que moi, ça date de 85, et lui vient de le faire. Et ma foi, j'ai été très satisfait de voir ce que son énergie incroyablement productrice d'images a fait de mon bouquin, sans grand souci de fidélité, ce qui est parfait.
Donc, non, là, en l'occurrence, avec les Mal de Seine, le souci de fidélité est catastrophique. on en revient à la trahison. Hein, je vais éviter la question de la fidélité, l'infidélité. Voilà, on est en plein dedans. Mais je repense à Mariage blanc. Je me dis c'est comme pas si évident parce qu'il y a plusieurs personnages qui parlent. À chaque fois, c'est un personnage différent. On dirait un peu Shortcuts d'Altman. Je me dis c'est pas si facile à adapter que ça, puisque pour un scénariste, c'est la question souvent où le metteur en scène, c'est le point de vue. Oui. Et là, tout d'un coup, vous avez 4, 5, 6 points de vue, enfin autant que de personnages. Et je me dis c'est vrai que il y a à la fois un aspect de traitement. De roman un peu forme de traitement. En même temps, c'est pas si vite. Enfin, je suis pas le réalisateur, mais ça l'a pas stressé. On est au début, là, on est au moment où on est encore plutôt vierge. On vient de signer nos contrats, on a reçu notre petit chèque, on est content. Et puis après, quand il faudra attendre le chèque suivant, on sera moins content, je pense, parce que ça mettra plus de temps à venir. Il va falloir évidemment passer par des étapes qui seront des questionnements, des tâtonnements. C'est pas parce que le livre existe que le film est là, évidemment. Mais on a quand même un point de départ qui est assez solide. Et là, on est en plein dedans. On fait des séances de travail. Justement, on se pose la question du point de vue, tout en sachant que dans une comédie, on peut en avoir plusieurs. Oui, bien sûr. Et moi, à l'arrivée, le point de vue, c'est ce qui traverse clairement ce que j'écris depuis... toujours, de façon très directe avec la bouteille, et puis avec d'autres textes aussi. Donc là, je crois qu'on n'aura pas peur de les multiplier, justement. On a envie d'une narration. Alors, on est plein d'ambition, plein de désirs. On a envie d'une narration assez inventive, et puis on fera de notre mieux à l'arrivée. Mais je crois que ce qui nous intéresse, c'est vraiment de creuser cette question de l'engagement. Là, par exemple, on a même déjà changé le métier de Rachida, qui est l'héroïne du livre et qui sera celle du film, parce qu'on veut, on veut creuser cette question de l'engagement, de la peur de s'engager, de l'engagement politique aussi, parce que c'est un engagement politique finalement que de contracter un mariage blanc. Donc, c'est ces questions-là qu'on va creuser avant peut-être de passer à la narration qui devra, oui, effectivement, je suppose, être multiple. Émilie Frèche, les écrivains, les auteurs que vous contactez, est-ce qu'ils ne sont pas un peu effrayés par les questions de technique de scénario ? Parce qu'il y a quand même l'idée du pitch, l'incident déclencheur, l'acte 1, 2, 3, la résolution. Est-ce que vous avez ce genre de discussion quand vous passez commande ou c'est plus libre ? Pas du tout, parce que ils écrivent dans le style qui est le leur et ils n'écrivent pas de scénario, donc il n'y a pas cette dimension d'outil. C'est vraiment des textes courts, comme ils les écriraient pour des romans, mais avec l'idée d'écrire une histoire, en fait. C'est la seule consigne qu'ils ont, mais c'est pas du tout une consigne formelle. Donc, quand vous dites parfois ils ne comprennent pas la consigne, ça veut dire ils n'écrivent pas d'histoire. C'est ce que je vous disais, c'est la distinction entre ce qui est visuel et ce qui est adaptable. D'accord. Si par exemple, je sais pas, là concrètement, c'est ce que disait Valérie quand on dit ce roman est cinématographique parce que j'ai plein d'images en tête quand je le lis, ça marche pas forcément. Encore une fois, je pense que un texte adaptable est un texte qui part d'un point A et nous amène vers un point B avec une vraie évolution, une histoire avec un début, un milieu, une fin. Ça paraît très simple dit comme ça, mais ça l'est pas. Voilà, donc. Mais en tout cas, il n'y a pas de contrainte formelle. Les auteurs parce que ça, en revanche, c'est une vraie contrainte quand on passe de l'écriture de romans à l'écriture de scénarios. Et d'ailleurs, peu de producteurs aiment demander à des écrivains d'écrire des scénarios. Non, ça se fait très peu. Voilà. Pas que je sache. Mais... Oui. Surtout pour les adaptations, d'ailleurs. Pour encore une fois une question de trahison, ils disent que les auteurs n'arrivent pas à se trahir. Donc, voilà. Puis il y a quelque chose qui est vraiment difficile, je crois, à appréhender, c'est la question du temps. Parce que autant on dit souvent que la littérature a globalement à voir avec le temps, l'amour, la mort, voilà, ce sont les 3 grands thèmes. Mais ce sont pour le coup des thèmes qui entrent dans
dans l'envie de raconter une histoire qui a à voir avec, avec la mémoire, avec l'enfance, avec l'amour, avec la peur de la mort, toutes ces choses qui nous traversent et qu'on rejoue d'une manière différente quand on écrit un livre. Le temps au cinéma, la difficulté, c'est que, grosso modo, un film fait 1h30, 1h40. Un livre peut faire 100 pages ou 500, c'est pas un problème. Un film fait, en moyenne, on va dire 1h40. Et là, on est confronté non pas à la question métaphysique du temps, mais à la question narrative du temps. Comment faire entrer dans 1h40 une histoire qui dure parfois un jour, parfois 10 ans, parfois c'est une saga. Et donc il y a toute une appréhension de ce que les images vont raconter en 10 secondes sur un plan. Un plan peut dire énormément de choses et c'est pour ça que l'étape du montage est passionnante. Et moi j'ai adoré participer au montage de La Bouteille parce qu'on sait vraiment... c'était drôle, on a vu le film, on a vu l'ours, pour le coup ça s'appelle un ours. On a vu l'ours, donc le film qui était monté tel que le scénario avait été écrit. Bout à bout, il y avait 2h20 de film. Et là, on regarde. Évidemment, c'est le moment où tout le monde est consterné. On a filmé exactement ce qu'on avait écrit, ce qui avait été validé par Canal+, France 3, les producteurs, etc. Et puis, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Mais c'est le cas en général de tout le monde. Donc, les gens sont là, oui, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi qui prends grand plaisir à écrire, mais encore plus à couper mes textes, j'adore couper. C'est un grand plaisir. Vous auriez dû être monteuse. Voilà. J'ai dit, non mais le film commence pas là, il commence 20 minutes plus tard. C'est tout, il faut enlever les 20 premières minutes. Ils m'ont tous regardé, consternés. Les 20 premières minutes, c'était 10 jours de tournage, par 35 degrés, en Israël, les chauffeurs de taxi qui étaient arrivés en retard pour amener les comédiens, les pizzas qu'il avait fallu chercher parce que sinon l'équipe technique avait faim et ne voulait pas continuer à tourner. Enfin, ça représentait tout ça, les 20 premières minutes. Et puis j'aurais dit, mais c'est évident que le film commence là. Et ils ont mis 2 semaines de montage à accepter que ce que j'avais dit était manifestement vrai. Je pense que pour ceux qui voient le film, le début est effectivement, voilà. Enfin, moi, je sais que c'est le bon début. Et c'était amusant parce que moi, j'avais pas d'état d'âme. Certes, on avait tourné, mais il fallait que le film ressemble à quelque chose. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, en 2 plans, on avait raconté tout ce que nous, on avait essayé de faire entrer dans 10 séquences écrites. Mais ça, c'est très difficile à savoir avant la réalisation. Alors pour l'animation, c'est différent, hein, Daniel. Je pense que pour l'animation, pour le coup, on a moins de liberté. Après coup, il faut être beaucoup plus précis. Du temps, c'est-à-dire de la durée, en fait. Hein, j'ai beaucoup aimé la solution que Benjamin Renner a trouvée pour passer de l'hiver au printemps. Quand Célestine lui fait juste une courbe bleue en lui disant « Je te présente l'hiver » et à ce moment-là, Ernest prend sa clarinette et dit en musique ça donnerait ça. Et à partir de là, Benjamin remplit l'écran de touches qui sont de plus en plus colorées, et on passe. C'est une très jolie séquence. C'est purement cinématographique, justement. Oui, c'est essentiel. Oui, c'est très dur à écrire, finalement, tant qu'on n'est pas passé par le côté matériel. Dans le scénario, j'avais juste écrit que j'avais écrit qu'elle faisait cette ligne. Il flanque le tuyau du chauffage. Célestine regarde, voit le paysage, crée une ligne et Ernest dit en musique, ça donne ça. Voilà. Et alors, il y a quelques mots qui décrivent ça, mais qui, spécialement, ne le décrivent pas. Et le travail, j'étais émerveillé, parce que je me suis dit, justement, comment va-t-il faire ? Et on en avait discuté, je dis, et cette séquence-là, comment vas-tu faire ? Il m'a dit, ça ne te regarde pas. Je te montrerai quand ce sera fait. Et effectivement, la solution est merveilleuse. Mais entre ton scénario et le film à l'arrivée, il y a beaucoup de différences. Il y a quelques différences. Qu'est-ce qu'il y a comme différence ? Le procès, par exemple, est beaucoup moins long. Ils sont intervenus de façon drastique sur le procès, parce que
Donc, en écrivant le procès, j'ai écrit les attendus, etc. Et finalement, l'un des je ne sais pas si c'est Vincent Patard, qui m'a dit, bon, quoi, on les emmerde parce qu'ils veulent vivre ensemble. J'ai dit, ben oui, en gros, on va le dire. Voilà. Alors, la séquence a été réduite à partir du moment où est énoncée la raison profonde de ce procès, qui est inadmissible, qu'un ours et une souris vivent ensemble. Le procès est fantastiquement réduit, tout à fait expressif. Mais l'effet pervers, c'est que moi, je me fais traiter de gauchiste. Je dis, oui, ce film est un brûlot. Le mariage pour tous. Le mariage pour tous. Alors que c'est pas du tout. J'ai pas dénoncé mes copains. Je leur ai pas dit, c'est pas de moi, c'est eux, c'est les Belges, les gauchistes. Tous les trois, vous êtes romanciers avant d'être scénaristes. Qu'est-ce que vous imaginez un jour de commencer par un scénario ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse comme défi ? Parce que vous me dites que ça a l'air reposant, facile, à peu près. Est-ce que vous imaginez ça, de commencer une histoire, mais vraiment de la commencer en tant que scénariste ? Ou voilà, c'est un challenge qui vous intéresse moins ? Moi, moins. Parce que c'est pas une écriture qui est naturelle pour moi. Vous parlez d'artifice ou de technique ? Non, mais peut-être un jour ça viendra, mais... C'est Laurent Cantet dont tous les films sont tirés de romans. Ou alors il faudrait que quelqu'un me le propose. Ce serait le désir de travailler avec quelqu'un. Ça, oui. Est-ce que vous trouvez que c'est trop logique ? Je pense à Laurent Cantet qui travaille que sur des films qui sont des adaptations. Il dit finalement les scénarios sont trop logiques pour représenter toutes les finesses et les subtilités de la vie. Est-ce que justement vous parlez de technique, de logique, est-ce que c'est ça qui vous retiendrait finalement ? Cette technicité ou ce manque de liberté peut-être aussi ? Ce manque de liberté, je crois. Pour démarrer une histoire. Vous avez besoin des mots en fait comme matériaux, oui. de la phrase. Je ne saurais pas les faire rentrer tout de suite dans le cadre du scénario. Ou alors il faudrait qu'on me le propose et ce serait vraiment le désir de travailler avec quelqu'un et d'être dans une aventure. D'accord. De coécriture par contre. Ouais. Mais peut-être que j'aurais besoin de l'écrire. Ah oui, passer pour vous, passer par le roman ou la. Une nouvelle. Et pour vous, Valérie, vous imaginez maintenant ? Moi, je crois que j'aimerais bien, oui. Ça y est. Oui, parce que j'ai à peu près 4 projets de scénario en cours. Quand même. À différents stades. Alors, il y a l'adaptation d'une BD, je n'ai pas écrite, mais l'adaptation d'une BD, Mariage blanc. Il y a le remake d'un film chinois. Et il y a une comédie originale, mais dont j'ai rejoint l'écriture en cours de route. Et je m'aperçois à travers ces différentes expériences, je sens qu'à un moment donné, je vais avoir envie... Vous allez vous lancer. Oui, je le sens parce que c'est devenu... c'est devenu une forme d'expression parmi... Moi, je dis souvent que j'ai 4 jambes. J'écris pour la jeunesse, pour les adultes. On peut dire pour la vieillesse. Non, je rigole. Pour le cinéma. C'est pas drôle, quand même. Donc, comme on dit pour la jeunesse. Et puis, je traduis aussi. Et donc, j'ai mes 4 jambes et j'aime bien m'appuyer tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre. Je sens que il y a énormément de choses que j'ai envie de raconter, de partager, d'éprouver et que ça peut passer par ces 4 vecteurs-là. Et c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure. Autant moi, je suis très attirée par la réalisation et toi, pas du tout. J'ai cru, mais pour l'instant, non. Moi, j'ai très envie de passer à la réalisation. Donc de faire roman, passer le cap du scénario et réaliser. Voilà, d'aller au bout. D'aller au bout, jusqu'au bout. Et vous, Daniel Pénac, en fait, vous avez déjà écrit un scénario, puisque Ernest et Célestine, vous êtes le scénariste. Oui. Mais j'avais aussi beaucoup scénarisé à l'époque des Malocènes. C'est-à-dire que les Malocènes, quand je les écrivais, je me racontais d'abord l'histoire. Le pitch, tout ça était très oral, ça durait 1 an ou 2, je cassais les pieds à tout mon entourage en disant, voilà, c'est l'histoire d'un bouc émissaire professionnel, et les séquences, j'affirme que pratiquement tous les chapitres étaient pensés avant d'être écrits. Ma femme prétend que je mens quand je dis ça. Elle dit, c'est pas vrai. Est-ce qu'elle est là, votre femme, ce soir ? Oui, elle est là. Elle dit, c'est pas vrai, il y avait beaucoup plus d'imprévus que tu me dis. Mais moi, en tout cas, j'aimais bien fixer comme ça des blocs narratifs et une évolution de façon à libérer l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture n'est pas à songer à ce qui allait se passer. À partir du moment où je le savais, l'écriture pouvait être tout à fait libre. Bizarrement, ça libérait l'écriture. En fait, vous avez inversé un peu les choses, parce que ce soir, l'intitulé était de l'écrit à l'écran. Vous êtes passé de l'écran à l'écrit en faisant le roman d'Ernest et Célestine. Qu'est-ce que c'est que cet objet, alors ? Parlez-nous un petit peu de
Ce retour Alors, le sur- roman d'Ernest et Célestine. Alors ça, c'est la manie de la production des objets dérivés. Alors, on fait Ernest et Célestine, puis l'album d'Ernest et Célestine, le roman. Bon, et donc j'avais... Didier Brunner m'avait dit faudrait écrire une histoire à partir de ça. J'avais dit non. Comme d'ailleurs j'avais dit non au projet lui-même au départ. Et en réalité, en y repensant ensuite, j'ai écrit le roman d'Ernest et Célestine de façon différente du scénario, parce qu'interviennent à l'intérieur du roman une controverse entre Ernest, Célestine et l'auteur et le lecteur. Quand les personnages commencent à s'engueuler avec l'auteur, en disant oh, c'est absolument inadmissible que tu nous fasses subir ceci ou ça, que l'auteur négocie avec ses personnages, le lecteur s'ennuie. Donc le lecteur intervient dans la discussion. Et Ernest dit mais qui c'est celui-là? Et Célestine, mais c'est le lecteur. Donc il y a une autre dimension du livre qui est très différente du film, qui est de montrer aux enfants un livre se faisant. C'est-à-dire introduire à partir sur cette farce dialoguée, en réalité, l'état d'esprit de l'auteur écrivant le livre se faisant. Et donc, quand j'ai eu cette tentation-là, j'ai accepté d'écrire ce roman d'Ernest et Célestine, qui n'est donc pas il y a évidemment le scénario du film, plus cette controverse entre les personnages, le roman et le lecteur. Tous les trois, j'ai comme le sentiment que le cinéma nourrit votre travail, vos romans. Je pense à votre familles, surtout. Comment? Nos familles. Vos familles. Émilie Frey, vous avez écrit un livre qui s'appelle Un petit garçon tout lisse. Et justement, ce petit garçon regarde beaucoup de films, et notamment des comédies. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce petit garçon très cinéphile? C'est une petite histoire qui vient de paraître chez Actes Sud Junior, et qui est l'histoire d'un petit garçon qui n'arrive plus à exprimer ses émotions. Donc il est tout lisse, je dis aussi lisse qu'une piste verte. Et donc il va essayer de comprendre pourquoi, ce qui s'est passé. Donc ses parents sont absolument affolés parce que c'était un petit garçon très expressif, jusqu'au jour où il est tombé en émoi à la piscine devant la petite fille en blanc, dont il est tombé follement amoureux. Et il s'est dit qu'il ne sourirait plus que pour elle. Donc il essaye de la retrouver. Et en attendant, ses parents l'emmènent chez le docteur Loco pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Donc le docteur Fou en espagnol, qui est un docteur qui ressemble un peu au personnage de Dali avec des grandes moustaches comme ça. Et il s'entraîne, en fait, il lui arrive plein d'aventures, etc. Et puis, pour essayer de retrouver son sourire, il s'entraîne. Donc, il regarde beaucoup de comédies, des Dino Risi, des films de Lubitsch. Il a bon goût. Hein. Ouais. On s'est posé la question avec François Martin qui édite le texte. Il m'a dit bon, tu peux le garder, même si c'est un peu éclectique pour les enfants de 8 ans. Et finalement, on a décidé de le garder. Et c'est un côté un peu autobiographique parce que j'ai des enfants et c'est des films que je leur montre. Voilà. Et donc, mais ça marche pas pour le petit garçon tout lisse, parce qu'en fait, comme c'est pas ses émotions à lui. Il n'arrive pas à retrouver son sourire comme ça, en tout cas. Et vous l'imaginez adapté, par exemple, ce petit roman Jour la jeunesse? Eh ben, je m'étais pas posé la question, mais en fait. Quand même. Bah oui. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Vous n'avez pas posé la question? Non, bah non. Ah bah, pourtant, vous êtes. Mais du coup, voilà, je me dis que en fait, oui, c'est une histoire totalement adaptable. Daniel? Oui, quelle est vous la fassiez question? lire un petit garçon tout lisse. Non, sur le cinéma que vous aimez, sur les films qui vous ont inspiré éventuellement, sur le... Voilà. Alors, j'ai une pratique du cinéma qui est un petit peu... je n'écoute pas de musique, mais je peux voir des films 36 000 fois comme on écouterait de la musique. La nuit dernière, par exemple, je me suis repassé Les fraises sauvages de Bergman pour je ne sais pas, 250e fois peut-être. Et donc j'ai cette pratique-là. Le dernier beau film, un film qui m'a assez sidéré, je dois dire, c'est The Master,
Je me suis endormi dans la première fois, parce que j'étais crevé, et on dort merveilleusement au cinéma. Quand on s'endormir au cinéma et au théâtre... Il y a des films plus ou moins confortables. Et alors, s'endormir dans un chef-d'œuvre, l'endormissement est exquis, à la fin, on se dit... Et l'envie de le revoir qu'on a après... Et le réveil. Une fois que vous êtes reposé. Ouais. Et donc, je suis retourné... Ah, quelle merveille! Très, très beau film. Valérie, Zenati, votre univers de cinéma, vos références? D'endormissement au cinéma. Oui, et vos réveils, j'ai dormi j'espère. pendant Orange Mécanique. Ça, c'est bien. Oui, je m'en souviens très bien. Non, le cinéma, j'ai quelques souvenirs comme ça. Gamine, il y avait L'Enfant sauvage de Truffaut, que j'ai vu assez jeune. Il y avait d'abord Disney, il y avait les Aristochats. Voilà, c'est un des premiers souvenirs. Les Aristochats, Le Livre de la Jungle et L'Enfant sauvage, ce sont 3 souvenirs de cinéma à Nice. Et ce qui était très beau, c'est que quand je suis retournée présenter une bouteille à la mer, quand je suis allée à Nice présenter une bouteille à la mer, c'était dans le cinéma de mon enfance, à 50 mètres de chez moi. Il y avait quelque chose. Quel cinéma, dites-nous, à Nice? Lequel? Le Rialto. Le Rialto. J'ai failli y aller la semaine dernière pour voir The Master. Ah ben voilà. Le Rialto. Et finalement, je l'ai vu à Cagnes. Ah, c'est pas très loin. J'étais seul dans la salle. Ça aussi, c'est Voilà, une belle expérience. chef-d'œuvre, pareil, seul. Ça aussi, c'est Il est peu connu, le cinéma de Cagnes, parce qu'il est un peu 18 caché. heures. Ouais. 18 heures, tout seul. Et puis il y a eu les films de Demy, Chaplin, énormément. Et quand j'ai pu partager Demy, Chaplin, Lubitsch avec mes enfants, c'est vrai que c'était des grands moments, de communion. Enfin, je veux dire, j'ai pleuré en voyant The Kid comme tout le monde. Et puis après, j'ai infligé ça à ma fille. Avec satisfaction, je l'ai vu éclater en sanglots au moment où on a... Le Kid a été l'obsession de Didier Brunner avec Ernest et Célestine. Ah, oui. Je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux comme film? Il dit, écoute, pense au Kid. Le résultat est très, très lointain. Mais c'était ça, pense au Kid. Voilà, non, mais il y a quelque chose dans l'attachement... dans l'attachement improbable entre Ernest et Célestine. Entre Ernest et Célestine, entre un adulte mal dégrossi et un petit enfant, bien sûr. Et Une bouteille à la mer a eu le prix des lycéens. Donc c'est important peut-être pour vous par rapport au jeune public aussi Oui, parce que c'est la seule compétition dans laquelle un film a battu The Artist. Pas mal. Il y a de quoi être fier quand même. Bravo. Et au-delà de ça, évidemment, enfin, je veux dire, moi quand j'ai écrit le livre, c'était vraiment un moment d'une grande tristesse pour moi parce que j'ai vécu en Israël 8 ans. Donc tout ce qui parvient de là-bas, pour moi, ce ne sont pas des images d'actualité. Ce sont des images d'une terre que je connais, où je connais des gens, où j'ai vécu de grandes émotions, où vivent des gens qui m'intéressent, qui me touchent, qui m'agacent. Tout ça à la fois. Et donc j'ai écrit le livre en 2003, au plus fort de la deuxième intifada, un soir où il y avait eu un attentat de plus que j'ai entendu en direct au téléphone. J'étais en ligne avec une amie. Et donc c'est un livre qui est, pour le coup, là je ne savais pas du tout où j'allais, j'ai fait vraiment aucun plan. Je suis allée vers l'ordinateur et puis j'ai commencé à prendre la voix de Tal, une jeune fille qui vit à Jérusalem, et puis ensuite je suis allée de l'autre côté. J'ai fait ce que seule la fiction pouvait me permettre de faire à ce moment-là, c'est-à-dire de traverser la frontière. Et je ne me suis pas posé la question. Je suis allée vers des personnages jeunes et vers un livre pour la jeunesse, pour une raison que je n'ai pas saisie, parce que je ne comprends jamais les choses, moi, quand je les fais. Je les comprends toujours après coup. Mais je compris après coup que j'avais besoin, dans cette histoire qui semble à tout le monde assez ancienne, récurrente, lassante. On se dit, ça fait des dizaines d'années qu'ils se tapent dessus, c'est la même histoire, ça se répète, on n'en sort pas, etc. J'avais besoin, dans cette lassitude, d'injecter un regard neuf, parce que, ok, c'est peut-être la même histoire, mais régulièrement accède à la conscience des jeunes gens qui sont nés il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui n'ont pas cette même lassitude vis-à-vis du monde en général,
qui n'ont pas peut-être ce même découragement et qui ont, comme tous les jeunes à un moment donné, l'envie naïve et formidable de changer le monde, de ne pas l'accepter en tout cas tel qu'il est. Et pour aborder ce conflit qui est là depuis des dizaines d'années, je crois que j'avais vraiment profondément envie de passer par ce regard des jeunes gens de 17-18 ans qui prennent leur élan pour entrer dans la vie et qui disent nous n'acceptons, je ne veux pas accepter le monde tel que vous l'avez mis en place. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis allée vers la jeunesse et j'avais aussi envie de m'adresser peut-être, parce que j'écris en français, en France, je suis un auteur français, j'avais aussi envie de m'adresser, d'adresser ce livre, de le partager avec la jeunesse de France qui elle aussi se forge une conviction politique comme les héros de cette histoire. Donc avoir le prix national des lycéens, oui, c'était vraiment une belle récompense parce que c'était des choses que évidemment j'avais pas du tout envisagé. Je savais pas que ce serait un livre. C'est même devenu une pièce de théâtre. Ça a été monté 2 fois au théâtre. Toute l'existence postérieure de ces personnages me touche infiniment parce que c'est le seul livre dont je me suis dit une fois terminé, lui, j'ai envie qu'il se vende. Pas pour vendre, avoir du succès ou quoi que ce soit, mais parce que j'avais vraiment très très envie qu'on aime Tal et Naïm pour dépasser tout ce que ce conflit inspire de négatif, y compris ici en France. C'est un conflit qui très souvent dresse les gens les uns contre les autres, avec beaucoup de hargne, beaucoup d'intolérance. Et j'avais envie que les gens se retrouvent dans quelque chose de plus doux, de plus sensible, autour de 2 héros. Et j'ai émis ce vœu. Je devrais dire ça à chacun de mes livres parce que c'est le livre qui a le plus marché à l'arrivée. Mais encore une fois, l'idée, c'était vraiment pas la question des ventes ou quoi que ce soit. C'était d'inspirer autre chose autour du conflit israélo-palestinien que un débat virulent où les gens se balancent des arguments à la figure sans toujours très bien comprendre de quoi ils parlent. Et surtout avec, bizarrement, finalement, une envie très souvent de rester inconciliable et intolérant et intransigeant, alors que le but autour d'un conflit, c'est de trouver une solution, justement. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, quand on passe du livre au film, finalement l'histoire peut changer un peu, mais ce qui compte, c'est que l'émotion reste dans le geste. Est-ce que vous avez le sentiment que l'adaptation, c'est ça aussi, c'est de conserver finalement la part d'émotion qu'il y a dans le livre, ou c'est pas suffisant? Par exemple, je pense à votre dernier roman qui vient de sortir, 2 étrangers. Est-ce que vous avez déjà pensé à une adaptation? Peut-être pas encore, mais pas encore, non? J'ai pas pensé encore, mais le micro. Oui, j'ai pas pensé encore, mais oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que si l'esprit du livre est là, tout va bien. Enfin, c'est pas tellement dans les faits qui peuvent changer, mais c'est dans ce qu'on a voulu dire. C'est vrai que dans 2 étrangers, ce qui est important pour moi, ce que j'ai eu envie de dire, c'est comment un matin on peut se réveiller et se retrouver face à des gens avec qui on a partagé beaucoup, un nom, des liens du sang, un amour, et se dire qu'on est devenus 2 étrangers, qu'on ne parle plus la même langue. Et l'histoire de ce livre, c'est une fille qui va faire un voyage vers son père pour le retrouver et surtout pour retrouver sa langue et sa langue maternelle et revenir sur l'histoire de son père qui est un pied noir d'Algérie, qui a perdu lui-même son père dans des conditions tragiques. Et en fait, quand le roman commence, elle ne l'a pas vu depuis 7 ans et son père l'appelle et lui dit « J'ai besoin de te voir, je t'attends à Marrakech avant la fin du mois ». Et elle cède à cette sommation paternelle alors qu'elle n'a aucune raison de le faire, parce que son père était un espèce de tyran domestique auquel elle a réussi à échapper. Et elle va finalement faire ce voyage qui est plus un voyage d'elle-même petite fille vers elle adulte, et qui va lui permettre de voir son père autrement que comme son père, justement comme un homme. Et c'est vrai que si ce roman devait être adapté, ce serait clairement un road movie, puisqu'elle est au volant d'une R5 et qu'elle traverse comme ça la France, l'Espagne, jusqu'au Maroc.
je ne sais pas d'ailleurs comment on pourrait adapter ce texte, parce qu'il y a énormément d'allers-retours entre son enfance et son présent. Donc il n'y a pas beaucoup de... Oui, il y a une tension dramatique, c'est qu'on ne sait pas ce que son père veut lui dire. Donc elle se pose la question de savoir si il est malade, si il a refait sa vie, si elle ne sait pas pourquoi il la convoque. Mais c'est vrai qu'un flashback dans un roman ça passe, mais au cinéma si c'est répétitif ça peut être vite voilà, difficile. Je ne sais pas. Toujours la question du temps aussi, hein, qui reste centrale. Mais je pense que quand on décide aussi de céder ses droits au cinéma, il faut après être capable de tourner la page. C'est une autre œuvre, c'est autre chose. J'étais étonné sur Ernest et Célestine, je ne m'attendais pas à être ému par le film. Parce que pour moi, j'avais, l'idée des images un peu désuètes, un peu anciennes. Et tout d'un coup, l'émotion vient comme ça. Et j'étais vraiment très, très séduit par cette émotion, cette douceur aussi, qui était par contre déjà dans le dessin. Mais comment vous avez travaillé cette question ça vous a ému aussi? Vous étiez ému à la limite par les planches à la base? C'est bien fait pour vous. Ah, voilà. Non, moi je suis une brute. Rien ne m'émeut. Je me disais aussi, ouais. Oui, bien sûr. J'aime. Je pense que ce film me ressemble. Vous savez, vous souvenez-vous de ce livre dont le titre magnifique était, je crois, Notre besoin de consolation est insatiable. Impossible. Voilà, insatiable. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Je crois que notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Donc c'est une affaire ontologique. Ça a toujours été comme ça. Et il y a, moi aussi, oui, j'ai éprouvé, quand j'ai vu le film la première fois, oui, c'est très émouvant. Mais alors l'aquarelle y est aussi pour beaucoup. C'est-à-dire que le génie de Benjamin Renner, l'aquarelle dont il a voulu aussi qu'elle soit que la musique en donne une idée. La musique, ce sont quelques gouttes de musique qui tombent comme ça. La chanson de Thomas Fersen aussi, on ne l'entend malheureusement pas parce que c'est le générique de fin et que les gens fichent le camp pendant les génériques de fin. Mais dès qu'on écoute cette chanson, ça me plaît beaucoup tout ça. Et ça satisfait certains de mes besoins de consolation ontologique. Bien. Peut-être maintenant, si dans le public vous avez des questions, des remarques, des interrogations, peut-être qu'il y a des dentistes qui veulent s'exprimer. Il faudrait vous éclairer peut-être. Oui. Pour qu'on vous des producteurs, des dentistes. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Merci d'être venus à Arles. Non, je ne suis pas dentiste. Je suis traductrice. Mais nous n'avons rien contre les dentistes, hein, je vous jure. Comme on disait en 40, mon meilleur ami. Donc, d'abord, merci d'être venu. C'est très intéressant, très émouvant. Une question, vous avez parlé évidemment de littérature, de cinéma, des scénarios, pas trop de critiques, évidemment. Mais à un moment donné, il y a eu la question de la traduction, puisque Madame Fraîche a dit qu'elle traduit aussi, et je ne sais pas pourquoi, mais un peu par les traductions à un certain moment. Alors peut-être qu'on sort du sujet de cette table ronde, mais moi je voulais vous demander, puisqu'il y a aussi l'écriture, quand on fait de la traduction, on fait des sous-titrages. Et les films sont écrits, ils sont aussi tournés, il y a les scénarios, mais il y a aussi parfois les sous-titrages quand ils sont vendus. Est-ce que vous y pensez à ça si vous traduisez, comment ça se passe? Nous, notre film est déjà en version originale, il est en 4 langues. Il y a 4 langues qui s'interpénètrent. C'est le français, l'anglais, l'arabe et l'hébreu. Et ça, c'est la version originale. Donc, on a travaillé sur les sous-titres déjà sur la version originale. Et les sous-titres de l'hébreu, c'est moi qui les ai faits. Et j'ai supervisé les autres. Parce que pour les sous-titres, il y a une autre contrainte qui est celle tout simplement de la longueur de la phrase et du temps qu'on met à la lire ou pas. Donc il y a des logiciels spécialisés qui vous indiquent à combien de signes vous avez droit pour traduire telle ou telle phrase.
Et c'est très subtil, les sous-titres. C'est un travail, alors, bon, on ne va pas entrer dans le détail là, mais c'est un travail très, très fin, parce qu'il faut effectivement restituer, parfois en très peu de mots, des choses qui est dit en 10 secondes. Et donc c'est votre là, 5e jambe, c'est ça? Voilà, oui, ça c'est là. Oui. Jambette. Exactement. Oui, mais moi c'est comme en cuisine, j'aime bien tout faire, j'aime bien mettre la main à tout. Et donc voilà, c'est un travail auquel j'ai participé, qui est intéressant, c'est un vrai défi. Hein. Il y a des moments où il faut, il faut rassembler les choses ou dire la même chose autrement. Enfin voilà, c'est aussi intéressant. Donc on l'a fait pour la VO. D'autres questions dans la salle? Oui, mais il n'est pas sorti encore, hein, c'est ça? Il sort au Bonheur des Ogres. En avril. Il va sortir en avril. C'est avec Bérénice Bejo, c'est ça? C'est avec Bérénice Bejo, oui. Emir Kusturica. Emir Kusturica. Et ce garçon que les filles trouvent si beau. Raphaël Personnaz. Raphaël Personnaz. Et qui est très beau et qui est très... Toujours qui peut être très placide comme ça. Et il ne trouve pas beau. Je connais pas, il m'a pas, non, j'ai pas vu. Vous n'êtes pas une fille. Je crois, ouais. Alors, est-ce qu'il est beau, Raphaël Personnaz? Ah oui, le joli garçon. En tout cas, c'est un bon comédien, très placide. Malocène, c'est intéressant. Il fait un Malocène intéressant parce que Malocène, faisant un métier impossible, ce métier de bouc émissaire professionnel, doit beaucoup prendre sur lui et ne pas accuser le coup. Donc, il a une espèce de douceur impassible qui est très étrange à l'écran, Raphaël Personnaz. Et le film me plaît bien parce qu'il ressemble... Alors voilà, ça c'est intéressant. J'aime énormément le réalisateur. Ce garçon me plaît. J'aime son enthousiasme, sa gaieté, un chien fou comme ça. Nicolas Barry. Nicolas Barry. Le degré zéro de l'agressivité, très intéressant, c'est rare dans l'univers du cinéma. Un garçon qui manifeste un degré zéro de l'agressivité et qui pourtant réussit à faire son film. Il faut du génie. Vous confirmez Ah oui, mais c'est le cas de Thierry Binisti, on en connaît au moins 2. Oui, Donc, vous me les présentez parce que... On va te le présenter. Et c'est vrai que c'est très rare. On va faire dès qu'on rentre à Paris. Donc ce garçon, manifestant un degré zéro, mais a une telle énergie vitale et visuelle, une telle production d'images permanente et d'un enthousiasme, un désir de réaliser, qu'il me plaît. Voilà. Et quand je vois le film, c'est ça, c'est une autre forme de fidélité. Quand je vois le film, je ne me pose pas la question de savoir si le Bonheur des Ogres ressemble à mon Bonheur des Ogres. Je me dis, j'ai raison d'aimer ce gars-là. Ce film ressemble à l'affection que je porte à ce garçon. Vous voyez, c'est compliqué. Une autre question peut-être? Non, visiblement. Dernier mot sur les images. La question, c'est la distance qu'il y a entre une image mentale et une image rétinienne, avec cette affaire d'adaptation. On se fait des images mentales, on a lu Madame Bovary, et puis on la voit et on est extrêmement déçu, parce qu'elle n'est pas comme ça en vrai. Sauf que le vrai, et c'est ce que disait un petit garçon qui sortait d'un Tintin, alors, micro-trottoir, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Et le gosse ronchonnait, le capitaine Haddock. En vrai, il parle pas comme ça. Et il avait son image mentale. Et la distance entre l'image mentale et l'image rétinienne. Merci. Ça peut être le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.